Bonjour, il s'agit aujourd'hui de traiter deux styles littéraires très proches l'un de l'autre, l'anticipation et la science-fiction. Je prends pour cela un des auteurs les plus reconnus dans chacun de ces genres, Jules Verne pour l'anticipation et Philippe K. Dick pour la science-fiction. Ces genres sont très proches pour le grand public parce que les deux utilisent des scénarios qui se passent dans le futur, donc dans un temps qui n'a pas encore eu lieu, et dans ces récits, l'utilisation d'outils technologiques qui n'existent pas. Beaucoup de choses ont déjà été dites à propos de Jules Verne et Philippe K. Dick. Ce podcast n'est donc qu'un condensé de plusieurs examens réalisés à partir de micro-sujets d'actualité que l'on trouve quand on s'intéresse à ces deux auteurs. Avec Jules Verne, on continue avec ce qu'est la littérature française en fin du XIXe siècle. C'est quelqu'un dont les romans publiés sont le fruit d'une collaboration intense. D'abord avec son éditeur Pierre-Jules Hetzel et à la mort de celui-ci, avec son propre fils Michel Verne. Derrière les publications apparaissant sous le nom de Verne, il y a souvent toute une équipe qui donne un sens précis à l'histoire, comme nous allons le voir maintenant. Jules Verne est né à Nantes le 8 février 1828. Il suit d'abord les recommandations de ses parents et, quand il part pour Paris, c'est pour des études d'avocat. Verne est quelqu'un qui gère assez mal ses passions amoureuses. À Paris, il commence son apprentissage littéraire. Il écrit surtout des pièces de théâtre, au point qu'avant de devenir le romancier connu qu'il est devenu, il en vient à faire une petite carrière dans ce milieu-là. Il travaille en collaboration avec Alexandre Dumas fils. C'est une carrière sans conséquences, qui dure à peu près une quinzaine d'années. Au début de la décennie de 1860, Verne soumet un manuscrit à l'éditeur Pierre-Jules Hetzel qui devient 5 semaines en ballon après quelques corrections suggérées par celui-ci. C'est un roman qui a un grand impact commercial et lance définitivement la carrière de Verne. Pierre-Jules Hetzel impose un cadre de travail pour Verne qui est alors tenu de produire 3 manuscrits publiables par an. Pierre-Jules Hetzel ne se limite pas quant à la quantité, il veut aussi donner une direction particulière aux histoires de Verne. Elles doivent sensibiliser la France profonde au processus d'industrialisation. Pierre Hetzel parle d'éduquer les parents comme les enfants. Il réécrit certaines parties des manuscrits de Verne. Donc, les publications sont aussi le résultat de ses interventions dans le processus d'écriture. Tout au long de la carrière de Verne, Hetzel et son fils mettent en place près d'une vingtaine d'illustrateurs pour la publication des romans avec le souci d'alarmer le lecteur sur l'abandon de l'effort intellectuel que les technologies peuvent causer. Avec Verne, en tant que sujet, on entre dans le vif avec 20 000 lieues sous les mers et l'île mystérieuse. Ces deux romans forment une histoire complète sur le capitaine Nemo. Le capitaine Nemo est un grand personnage de roman. Il a le rôle de symboliser une partie de l'être humain que l'on connaît encore très mal. Le subconscient. Ce qui est bien avec Nemo, c'est que nous pouvons nous servir de lui pour en savoir un peu plus à ce sujet. Ce que nous appelons subconscient est avant tout un niveau de conscience gardé dans le respect des éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air et la terre, ainsi que dans leur développement en tant que formateur et gardien des cycles de la vie. Le capitaine Nemo est l'exemple du bon subconscient. Il ne se révolte jamais contre eux. Il fuit la folie des hommes. Sa force, il l'attire de ces éléments. Dans l'île mystérieuse, il meurt emporté directement par eux. Quand on pense à Jules Verne, il faut toujours avoir la notion de ce que c'est que l'infini. L'infini ne veut pas dire quantité disponible illimitée, mais régénérescence illimitée. Quelque chose de symbolique sur la société industrielle de l'époque est à relever dans Voyage au centre de la Terre. Axel Lidenbrook trouve dans un manuscrit écrit par le Sclade Snorri Sturluson un parchemin qu'un initié, Arne Saknussemm, y a déposé quelques siècles plus tard. Le voyage vers le centre de la Terre d'Axel Lidenbrook et de son équipe se fait à partir de ce parchemin. À l'époque où le roman est édité, l'industrie est encore une aventure. Elle est basée sur la découverte. Mais le monde des débuts de la carrière du romancier Verne va se transformer à mesure que les romans vont s'éditant. Les goûts de Verne aussi changent. Le roman Michel Strogoff décrit politiquement ce qu'est le mal, à travers un complot qui vise à détrôner le tsar de Russie. Dans 2 ans de vacances, Verne met en scène le côté maternel et nourricier de la Terre. Robur le Conquérant est l'histoire d'un génie de l'aéronautique qui échappe de justesse à la mort par une bande de scientifiques qui se comportent comme de vrais zélotes.
Michel Verne, le fils de Jules à la mort d'Hetzel, survenue en 1886, prend la place de celui-ci dans le processus de réécriture. Jules Verne, à travers la traduction de Baudelaire, va s'intéresser à l'œuvre d'Edgar Allan Poe et plus particulièrement aux aventures d'Arthur Gordon Pym, dont il écrit la suite de façon illico presto. L'histoire d'Arthur Pym se situe sous forme d'énigmes que Verne perce et met à jour dans le Sphinx des glaces. Pour qui connaît l'histoire écrite par Poe, Pym continue sa dérive vers le pôle sud magnétique où sur le lieu, il trouve un gigantesque glacier en forme de sphinx. En s'approchant trop du glacier, la carabine de Pym est irrésistiblement aimantée par le glacier et Pym, qui la porte avec lui, est projeté et étouffé contre celui-ci. Dirk Peters, le serviteur de Pym, meurt exactement de la même cause au pied de son maître. En fin de siècle, à l'époque où le Sphinx des glaces est écrit, Verne est un homme dégrisé par la révolution industrielle. L'industrie d'exploitation a pris le dessus sur l'exploration industrielle, c'est-à-dire que le plus gros de la planète est quadrillé pour le processus industriel. C'est la convoitise qu'engendre ce processus qui dégrise Verne. C'est aussi la convoitise qui est la clé des derniers romans de Verne, comme Le secret de William Storridge ou Le Sphinx des glaces par exemple. L'industrie est consubstantielle à la production sérielle de produits qui sont eux-mêmes consubstantiels au maintien d'un système tyrannique par essence. L'esclavage ou le travail répétitif, consubstantiel à ce processus, participe à la création de la production sérielle et à son utilisation pour le maintien de ce système. L'intérêt de lire Verne tient à ce que son œuvre sensibilise le lecteur à la connaissance et à l'adaptation. Jules Verne meurt le 24 mars 1905, après quelques crises de diabète. Il va vers ses 80 ans. On en vient à la science-fiction. J'ai choisi pour le faire Philip K. Dick, parce que c'est un auteur très connu en France et très réputé mondialement dans le domaine de la SF, dont quelques films basés sur ses scénarios occupent une bonne place dans l'histoire du cinéma de ce genre. On lui doit le scénario de Blade Runner, en partie celui de Total Recall, Minority Report et bien d'autres. K. Dick a eu tôt de se dire que le progrès technologique est tel à son époque que la plupart des traditions ne lui survivront pas et il modélise jusqu'à sa mort le monde tel qu'il conçoit. K. Dick se veut conceptualisateur par anticipation d'une nouvelle société créée par la force de la technologie. Philip K. Dick est né en 1928 dans l'Illinois et meurt en 1982 à Santa Ana, en Californie, d'un accident vasculaire cérébral. Il est le fils de Dorothy Kindred et de Joseph Dick. Le meilleur moment de sa carrière se situe au début des années 60. La liste des romans écrits alors va du Maître du Haut-Château jusqu'à peu près Glissement de temps sur Mars. Il y a des rapprochements très intéressants à faire entre la pensée de Dick et les scénarios qu'il met en œuvre. Dans Glissement de temps sur Mars, la planète Mars est envahie par la rouille, ce qui veut dire que Dick ressent sa génération plus forte que le système, et donc capable de le renverser. La guerre du Vietnam, nonobstant, change la donne. Après le retrait de l'armée américaine dans ce pays, le gouvernement des États-Unis mène à l'intérieur de son territoire une politique de surveillance beaucoup plus accrue. Au bout du labyrinthe, écrit en début des années 70, est à l'opposé des romans du début des années 60. D'abord, il manque d'inspiration, et l'immeuble noir qui se déplace tout seul sur une planète inconnue qui n'est autre que la Terre montre bien que les convictions sociales de K. Dick sont commandées par le doute. Dans Couler mes larmes, dit le policier, K. Dick traite de façon claire cette surveillance qui n'a pas attendu la fin de la guerre pour s'imposer. Les chevaliers au visage de marbre et aux tuniques multicolores que le héros Jason Taverner voit apparaître devant lui à la fin du roman symbolisent l'antiquité d'une telle surveillance. En 1975, K. Dick écrit Daisira en collaboration avec un autre grand auteur de SF, Roger Zeslany. Dans Radio Libre Albemout, K. Dick met en juxtaposition deux types de temps, ce qu'il appelle le temps horizontal et le temps vertical, la juxtaposition résultant de ces croisements. K. Dick décrit des situations qui se sont passées dans la Rome antique et qui réapparaissent à notre époque.
Kadik conclut par cela que l'empirisme n'a jamais pris fin. Évidemment, il s'agit tout simplement de l'empirisme politique et de son systémisme qui induit des récurrences sociologiques que l'on retrouve à toutes les époques de l'histoire. Les différentes civilisations ont toutes des points communs entre elles. Plus l'histoire de l'humanité évolue, plus ces points communs vont aussi vers un raffinement. C'est ce raffinement qui permet de passer d'un système à un autre sans qu'il y ait pour ça des ruptures. C'est parce qu'il existe ces points communs que les historiens peuvent avoir des éléments pour comprendre l'histoire. Le temps horizontal, selon Dick, n'est qu'une abstraction numérique, utile pour tout classement ou repère. Le temps vertical est une sociologie des pathologies et des avancées de l'humanité dans un parcours qui lui est propre. Le grand retour de Kadik s'effectue en 1977 avec Substance Mort, où il assume pleinement ce que l'impact de cette surveillance a dans la modélisation de son monde. La surveillance, la prévention et la sécurité font partie d'un même domaine d'activité que l'on peut considérer comme étant une porte d'accès à l'homme supérieur. Prévoir, c'est se donner les moyens de réussir, ne pas être pris de court lors d'une action décisive. C'est gérer les moyens humains, c'est la maîtrise de la situation à long et court terme. Depuis 1974, Philip Dick écrit une exégèse théologique et de laquelle des spécialistes, lors de sa publication en 2016, se prononcent sur des accès de folie auxquels Dick était soumis. Dick perçoit certaines vérités, mais non leur contre-vérité. Ainsi, en disant que le réel est une illusion, Dick sous-entend que le système est quelque chose de factice. Mais Dick ne dit pas qu'un système est essentiel à soutenir un effort collectif et que sans cet effort, c'est le chaos ou l'anarchie qui s'installe. Le système impose un cadre fait pour déboucher sur une élévation qui, bien sûr, finit par le trouver contraignant, d'où le temps est alors venu de quitter celui-ci. La folie n'est pas une diminution mentale. Une personne peut être très intelligente et folle en même temps. La folie consiste dans la perte de l'équilibre entre une vérité et sa contre-vérité. Se perdre radicalement dans un absolu. Philip Kadik est reconnu comme ayant été traversé par la folie. Et son œuvre est aussi traversée par la radicalité destructrice de cet état de conscience. Les réalisateurs qui ont repris ces romans pour en faire des films à succès comme Steven Spielberg, Paul Verhoeven ou Ridley Scott entre autres, ont bien compris qu'il fallait soit seulement prendre les scénarios de Kadik pour point de départ ou apporter certaines modifications dans le courant du film. Richard Linklater, dans sa version cinématographique de Substance Mort, emploie littéralement la rotoscopie pour qu'une distance entre le scénario de Dick et le spectateur se fasse naturellement par l'artefact de l'image. Ces grands réalisateurs sont tout à fait conscients de la logique trop radicale de Kadik. Ils ont, en remaniant ces scénarios, réussi à faire adhérer le public américain à ce genre d'histoire à base de perceptions particulières de la réalité qui n'ont jamais rendu Kadik un auteur à succès dans son pays. Avec Siva, Kadik met en scénario son exégèse. Siva s'inscrit dans une trilogie qui doit mener à une thèse qui lui permet de modéliser la religion. Il essaie pour cela de se faire aider par des amis scénaristes, Kevin Jeter et Tim Powers. Mais l'histoire de cette collaboration se termine en queue de poisson. Que pouvons-nous juger des robots ultra perfectionnés au point qu'ils puissent être autonomes de l'humain ? Cette question, dans la thèse de Kadik, dépasse le problème sociologique. Dieu est Dieu par le fait qu'il est créateur et qu'il se soit transmigré lui-même dans son Fils, le Christ. Pour Kadik, nous sommes Dieu dans le sens où nous faisons pareil que lui, dans un niveau élevé de création, comme par exemple des robots. Nous sommes le point de départ et le Christ robot est l'arrivée. Dans cette logique trinitaire et religieuse, l'âme apparaît sous l'image d'un autre indéfinissable qui fait la jonction entre ce départ et cette arrivée et prend ainsi la place qui revient à l'Esprit Saint. Ce que Kadik propose là n'est autre chose que du gnosticisme à l'état pur. L'exégèse de Kadik est donc l'histoire d'une hérésie où l'on fait passer l'âme pour l'Esprit Saint et l'Esprit Saint pour le vrai Dieu. Kadik nous expose pourtant une constante intéressante tout au long de son œuvre.
Le système empirique dans lequel nous vivons n'a pas les moyens d'éviter sa chute. Le podcast d'aujourd'hui est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Jusque-là, portez-vous bien, au revoir.